Catherine Loubier, Raphaël Jacob et Michel C. sont là pour notre panel américain. Bonne fin d'après-midi à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Donc, rien ne bouge dans le détroit d'Ormuz qui est toujours bloqué et les États-Unis ont rejeté une nouvelle proposition de paix de l'Iran. Donald Trump n'est pas satisfait de ce qui lui a été présenté. On l'écoute. They want to make a deal, but I'm not satisfied with it, so we'll see what happens. Do we want to go and just blast the hell out of him and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of him? I'd prefer not. On a human basis, I'd prefer not. Voilà, donc toujours cette volonté d'avoir une entente négociée, mais en même temps toujours cette menace de les réduire en cendres, de détruire la civilisation. Enfin, c'est des mots qu'il avait utilisés il y a quelques semaines. Raphaël, est-ce qu'on sait-on quelque chose de l'offre qu'il a rejetée? Oui, assurément. C'est pas simplement un problème, Sébastien, de solution. Autrement dit, on ne s'entend pas sur ces dernières. C'est qu'on ne s'entend même pas sur les problématiques à régler de façon prioritaire. Les États-Unis veulent parler d'uranium, veulent parler de nucléaire. Ce dont les Iraniens veulent entendre parler ou veulent parler, c'est de garantie de sécurité et peut-être éventuellement du détroit d'Ormuz. Donc, tant et aussi longtemps qu'on est aussi loin que ça, oubliez ça des négociations, encore moins une fin de crise. La seule façon pour Donald Trump de mettre fin à cette crise-là, c'est de se retirer en admettant implicitement ou explicitement qu'il n'a pas atteint ses objectifs stratégiques. Mais ça, ce n'est pas non plus la veille que ça va se produire. C'est pas dans le style de la maison non plus. Ce n'est pas dans le style de la maison, effectivement, non plus. Juste une précision. Quand l'Iran demande des garanties de sécurité, ça veut dire quoi, des garanties de sécurité? Ça veut dire un engagement un petit peu, sans faire de mauvais parallèle, à la sauce ukrainienne par rapport à la Russie. Autrement dit, on ne veut pas se faire réagresser à nouveau. Ça nous prend quelque chose, béton, sur papier, comme quoi on s'engage à la fois, je présume, du côté américain et du côté israélien, à ne pas attaquer pour une troisième, quatrième, cinquième fois l'Iran, comme ça fait maintenant 2 fois en l'espace d'1 an que ça se produit. Michel C., on a l'impression que c'est contre-productif. Enfin, ça lui fait mal à Donald Trump que le détroit d'Ormuz soit bloqué, OK? Puis l'impression qu'on a, c'est qu'il est comme pas pressé de le rouvrir. Est-ce que vous comprenez la stratégie américaine? Non, mais clairement, ce qui fait mal maintenant à M. Trump, au-delà du conflit avec l'Iran, c'est la situation intérieure aux États-Unis. Les prix de l'essence ont augmenté de façon considérable, l'inflation augmente de façon considérable et la fermeture du détroit d'Ormuz a un énorme poids dans cette situation-là. Donc, il doit essayer d'ouvrir le détroit d'une façon ou d'une autre, mais malheureusement pour tout le monde, la seule façon pour lui de négocier, c'est, on l'a entendu tout à l'heure, là, je vais les réduire en cendres, sinon. Ça ne fait pas une négociation très, très fructueuse d'habitude quand on commence la négociation par ces mots-là, mais il y a une situation intérieure aux États-Unis très sérieuse politiquement pour le président à cause de la flambée des prix. Et ça, à un moment donné, il va falloir qu'il s'en occupe. Sur cette situation intérieure, Catherine, je vous soumets 2 choses. D'abord, un tableau sur un sondage, l'opinion des Américains par rapport à la guerre en Iran. La question a été posée. Est-ce que c'est une bonne décision? 36 ont dit oui, c'est une bonne décision. Est-ce que c'est une erreur? 61 ont dit c'est une erreur. Mais Donald Trump minimise les effets domestiques à l'intérieur. Oui, le prix de l'essence augmente, mais ça va aller mieux. Écoutons le président. We are really doing well. Now, gasoline's high, other prices are way down, but gasoline's high. But when this is over, you'll have a world without a nuclear weapon. As soon as the war ends, the gasoline prices will come down. OK, essentiellement, cramponnez-vous. Le prix de l'essence est élevé, mais ça va aller mieux après ça. La menace nucléaire iranienne sera éliminée. Et d'autre part, ça va bien dans l'économie. Est-ce que les Américains sentent, est-ce que leur porte-monnaie pince? Est-ce que l'inflation est élevée? Est-ce que vous le ressentez, vous habitez aux États-Unis, le prix des aliments? Est-ce que pour l'Américain, le coût de la vie a augmenté? Ben oui, c'est sûr, ça pince, comme vous le dites. Le prix au gallon ici a monté jusqu'à 5-6 $. Alors, il y a la moyenne américaine que vous nommez souvent, mais dans l'ouest du pays, c'est encore plus élevé que ça. Donc oui, ça pince à l'épicerie un peu partout. On a la même vision des choses du côté canadien, du côté américain. Le coût de la vie, c'est l'enjeu numéro 1. Maintenant, pour le président, ça fait mal. Ça fait mal dans les sondages, effectivement. On dit aussi que cette guerre-là est rendue aussi impopulaire que la guerre en Irak. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans le fait que
Le cessez-le-feu tient toujours. Hein. Ce conflit-là est là depuis la fin février, mais là, le cessez-le-feu tient. Le détroit d'Ormuz, c'est une carte maîtresse dans le jeu de Donald Trump, ce blocus-là. Et les Iraniens sont encore en train d'échanger des propositions qui, tantôt, voulaient absolument ne plus discuter si le blocus était en place. Maintenant, ils sont prêts à regarder une autre forme d'entente. Également, il y a les sanctions. Là, je trouve ça intéressant, les sanctions. Parce que ça se fait tranquillement avec l'aide de plusieurs pays. C'est l'opération Economic Fury qui va avec l'opération Epic Fury. Scott Bessent en a parlé aujourd'hui. Il a dit l'Iran est la tête du serpent du terrorisme global. Il dit parler aux pays du Golfe puis aussi à la Chine pour que les échanges d'argent par milliards de l'Iran soient non seulement identifiés, mais aussi qu'on puisse les intercepter. Puis il a mis des sanctions sur 3 maisons de change iraniennes. Donc, je trouve ça intéressant, Donc, l'opération Economic Fury. économiquement, dans le fond, la stratégie, c'est d'étouffer économiquement l'Iran. Oui, donc les taux se resserrent de ce côté-là et à un moment donné, ça va faire bouger parce qu'ils ont des dizaines de millions de citoyens, en fait, là. Raphaël, parlez-nous du 60 jours. Okay? Sophia, c'est aujourd'hui le 60e jour de cette guerre en Iran qu'elle a été déclenchée. C'est quoi l'échéance du 60 jours par rapport à la volonté de M. Trump de poursuivre et l'intervention éventuelle du Congrès? C'est que légalement, en principe, le président, lorsqu'il lance une opération militaire, elle n'a même pas besoin d'être techniquement une guerre. À partir du moment où on envoie des soldats américains de près ou de loin dans un conflit à l'international, si ça dure plus de 60 à 90 jours, on doit absolument obtenir l'aval explicite du Congrès, ce qui n'est bien sûr pas le cas et ce qui n'est pas dans les cartes non plus. Donc, d'un point de vue théorique, ça pose problème. D'un point de vue politique, peut-être également. Mais concrètement, est-ce que ça va faire reculer le président? J'en doute. Maintenant, je me permets un 30 secondes de plus, Sébastien, parce que vous avez posé à Catherine, très franchement, la question que j'aurais bien aimé recevoir sur le sondage ABC. Parce que dans ce sondage-là, il y a une véritable perle. Vous évoquiez l'Irak. Si je vous posais la question, de façon rhétorique, là, en remontant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quels ont été les deux pires bourbiers dans lesquels les États-Unis se sont lancés? La réponse serait assez facile, le Vietnam et l'Irak. Or, ce qu'on voit, c'est que quand vous prenez l'opinion publique américaine avec la même question, pratiquement le même libellé, c'est-à-dire est-ce que c'était une bonne décision ou est-ce que c'était une erreur de se lancer dans cette guerre-là, 3 ans après le début de la guerre au Vietnam, en 68, 3 ans après le début de la guerre en 2006, où on avait déjà perdu des centaines, pour ne pas dire des milliers de soldats américains, on était à 40 d'Américains qui disaient que c'était une bonne décision. On est à 36 aujourd'hui, après 2 mois, alors qu'on a perdu moins de 20 soldats américains. Ça vous donne une petite idée du manque de popularité et du manque de marge de manœuvre politiquement qu'a le président à la maison actuellement. Et qu'est-ce qui explique ça, selon vous, Michel C? Je pense qu'il y a plusieurs raisons, mais les Américains ont vu cette semaine, on a vu vraiment des trous dans l'argumentation du gouvernement. Et M. Hegseth, le ministre de la Défense ou de la Guerre, ça dépend de votre choix, est allé devant le Congrès, a passé un assez mauvais quart d'heure et a commencé à donner des explications qui ressemblaient à ce qu'on disait durant la guerre du Vietnam. Il y a un représentant qui lui a dit « Est-ce que vous dites au président ce qui se passe ou ce qu'il veut entendre de ce qui se passe. » Ça, c'est pris du film de la guerre du Vietnam, là. Et tout ça, cette semaine, a eu beaucoup d'écho. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi un peu que les gens commencent à faire le lien entre ce qui se passe maintenant et les menteries que le gouvernement peut dire en temps de guerre. Et le Vietnam, là-dessus, a été, tous les historiens qui ont écrit là-dessus le disent, vraiment le point le plus bas de l'histoire américaine, là. Changeons de sujet, Catherine. Parlons de M. Trump qui essaie de régler des vieux comptes avec des vieux ennemis, notamment James Comey, l'ancien directeur du FBI, qui est inculpé pour une 2e fois en raison d'une photo qu'on va vous montrer. Puis là, il faut que vous m'expliquiez parce que c'est un peu... Il faut décoder les chiffres, là, mais essentiellement, à un moment donné, M. Comey a publié la photo de 2 chiffres, 86 et 47. On voit la photo, 8, 6, 4, 7, dans le sable. Pourquoi ça lui vaut une inculpation aujourd'hui? Bien, apparemment que ce serait une menace à sa vie, à la vie de M. Trump?
à l'avis de M. Trump, parce que le chiffre 86 voudrait dire éliminer, tuer, je ne sais trop. Et donc, mais c'est complètement... voyons, donc ça tient à un fil. 47, c'est le 47e président des États-Unis. C'est le président, effectivement. Donc, genre de mort au président. Cette photo-là qui aurait été publiée sur Instagram. Écoutez, c'est une lutte à finir entre les deux. Et maintenant que Todd Blanche est dans les souliers de Pam Bondi, la machine repart. À savoir comment il va réussir à éliminer ses ennemis en se faisant justice dans les règles, selon Trump, du système de justice qui sont instrumentalisées, si on veut. Donc, je pense que plus personne écoute vraiment, là. C'est comme rendu un peu ridicule. Voilà, et l'instrumentalisation du système de justice, c'était exactement ce que dénonçait M. Trump quand il était plus président et qu'il était lui-même poursuivi à certains moments. OK, on poursuit la liste des règlements de compte, règlements de compte politiques. Jimmy Kimmel, l'animateur à ABC, qui est dans le viseur de Donald Trump aussi, parce qu'il a fait un commentaire sur Melania Trump en disant que c'était une veuve en attente. Et là, Melania Trump n'a pas apprécié. D'ailleurs, c'était quelques jours avant l'attentat du gala des correspondants, là, donc il y avait un timing, excusez-moi l'expression, qui était particulier. Mais là, Mme Trump n'a pas aimé, Donald Trump n'a pas aimé, le directeur de la Commission fédérale des communications, l'équivalent du CRTC ici, nommé par M. Trump, a dit qu'il allait étudier plus tôt que prévu la licence d'ABC. C'est quoi, on veut canceller, on veut annuler, Raphaël, ABC et Jimmy Kimmel? C'est ça à quoi ça ressemble, évidemment. Vous parliez de film tantôt. Ça aussi, c'est un film dans lequel j'ai l'impression qu'on a joué il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, au sujet de M. Kimmel. Maintenant, dans les deux cas, même si les causes sont jusqu'à un certain point différentes, bien sûr, à la fois pour M. Comey et pour M. Kimmel, il y a des doléances légitimes qui peuvent être placées à leurs pieds dans les deux cas. Dans le cas de M. Kimmel, soit dit en passant, il est censé être humoriste dans la vie. Il n'y a pas grand monde présentement qui le défend, même parmi ses supporters politiques, en disant qu'il est drôle. On défend son droit à la liberté d'expression, mais est-ce que c'était de bon goût? Et est-ce que c'était même comique, cette blague, suite à la troisième tentative d'assassinat contre M. Trump? Un petit peu comme avec M. Comey, ancien directeur de la police fédérale américaine. Il n'y a pas grand monde, même parmi ses supporters politiques actuellement, qui défendent son honnêteté et son intégrité et son bon jugement. C'était objectivement, sans doute, une sortie pour le moins discutable de mettre sur Instagram cette photo-là. Une fois que ça s'est dit, il y a quand même une marge entre peut-être un manque de classe, un manque de jugement, ou même à la limite, dans le cas de M. Comey, un manque d'honnêteté, et d'avoir le président des États-Unis et son administration qui utilisent le pouvoir fédéral américain pour essayer, en guillemets, de les punir professionnellement, voire personnellement. C'est là qu'il y en a plusieurs qui vont dire qu'il y a un débordement et pas à peu près, là. OK. Michel C., je ne sais pas dans quelle catégorie vous placez Jerome Powell, le président de la Fed, manque de jugement ou pas, mais lui aussi est visé par M. Trump. Il va être remplacé. Puis là, à son dernier point de presse, il a fait un peu un pied de nez au président. Écoutons M. Powell. It is so important for our economy, for the people that we serve, that they can depend over time on a central bank that operates that way, free of political influence. I will continue to serve as a governor for a period of time to be determined. I plan to keep a low profile as a governor. Anyway, thank you very much, everyone. I won't see you next time. Donc, il faut que la banque soit indépendante du pouvoir politique. Là, M. Trump nomme une personne en qui il a confiance. Qu'est-ce que vous pensez de la sortie de M. Powell, Michel C.? Ou de la non-sortie de M. Powell, puisqu'il va de rester gouverneur, parce que c'est une espèce de conseil d'administration. Oui, gouverneur, c'est ça, c'est au sein du fédérale. conseil. Il n'est plus le patron, mais il peut siéger au conseil d'administration, comme président ou comme patron sortant. Exactement. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est... Oui. Mais lui aussi a été victime un peu de l'utilisation politique de la justice. À un moment donné, on a voulu accuser M. Powell parce que le nouveau building de la Réserve fédérale a connu des dépassements de coûts importants et M. Trump voulait des poursuites criminelles contre M. Powell. Alors, qu'il reste après son mandat, je comprends que M. Trump ne soit pas heureux, mais à un moment donné, et même dans le cas de M. Comey, mettre une photo qui dit 48-67, c'était une adresse à Rosemont, ça. Là, on peut pas... Il n'y a pas un juge dans un état de droit normal qui va dire ceci est une preuve d'une malversation. Ça se peut juste pas, là.
Dans le cas de M. Powell, on a vu des images, là, mais ça avait donné lieu à une scène complètement surréelle, puis on en parle à chaque fois, où les deux sont en conférence de presse dans le chantier, je pense, de la Fed, puis les deux ont un casque blanc, puis là, M. Trump dit ça n'a pas de bon sens, les dépassements de coûts, il n'a pas fait son travail. Vous voyez M. Powell qui dit non, ça n'a pas de bon sens ce que le président dit. Là, il sort une feuille de son veston où il y a les calculs qu'il a fait, il transmet ça à M. Powell, puis il dit non, ça n'a pas de bon sens, c'est mal calculé. En tout cas, bref. Mais Sébastien, il y a quand même quelque chose de sérieux dans tout ça, parce que vous avez raison, c'est comique et c'est surréaliste, mais on avait lancé, on parle de débordement du pouvoir fédéral américain, le président avait annoncé, son administration avait annoncé une poursuite criminelle contre M. Powell, ce qui bloquait jusqu'à tout récemment la nomination de Kevin Warsh, l'homme qui succéderait en principe à Powell. C'était cette enquête-là, parce qu'on avait certains élus clés au Sénat américain, le Sénat est responsable de confirmer ou non les nominations du président, incluant à la Réserve fédérale, qui disaient, tant et aussi longtemps qu'il y a une enquête criminelle qui clairement a l'air d'une commande politique contre M. Powell, on n'approuvera pas la nomination de M. Warsh. L'enquête a été levée. M. Warsh pourrait peut-être avoir les coudées plus franches pour accéder au poste de succession. A-t-elle été transformée en enquête administrative sur M. Powell? Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. D'accord. Très bien. OK. Dernier élément. Catherine, je vous pose la question sur le culte de la personnalité de M. Trump. Donc, plusieurs endroits, immeubles qui vont porter le nom de M. Trump. Il y aura une édition limitée de passeport américain avec la face de M. Trump. L'aéroport de Palm Beach, vous voyez le passeport avec le visage de M. Trump. L'aéroport de Palm Beach, renommé en l'honneur de M. Trump. Le centre Donald J. Trump et Kennedy Memorial Center for the Performing Arts à Washington. Il y a d'immenses, semble-t-il, bannières à son effigie dans la capitale. Qu'est-ce qu'on comprend de ce culte de la personnalité, Catherine? Bien, c'est un rituel de puissance avec des symboles forts pour personnifier le pouvoir et personnifier un peu le règne Trump avec un aéroport dans Palm Beach. Pourquoi? Parce que c'est la cour de Monsieur Trump et c'est un État important pour le mouvement MAGA. Les dorures, son visage sur le passeport, les bitcoins, les fameuses cartes en or pour avoir la citoyenneté. Tout ça, vraiment, est un rituel de puissance qui lui plaît beaucoup, à l'image de d'autres leaders qui sont plutôt des leaders autoritaires. À travers l'histoire, il y a eu quand même des présidents comme Roosevelt ou le culte du cowboy. Et c'est très traditionnaliste, mais lui, il dépasse les bornes complètement. Puis c'est pour ça aussi qu'il semble bien s'entendre avec le roi, parce que, bon, évidemment, le roi, symbole de puissance absolue, la monarchie, les dorures, encore une fois, les colonnes, l'opulence. Hein? Donc, c'est ce qu'il essaie de reproduire. Puis c'est comme une obsession, juste pour terminer là-dessus, une obsession de vouloir laisser un legs visuel. Voilà. Avec son nom. À son image. Ouais, donc, c'est à son image. Donc, c'est du jamais vu là, de pousser ça aussi loin. Je dois vous laisser là-dessus. Nous nous retrouverons la semaine prochaine. Il n'y aura pas de bannière à votre effigie sur l'immeuble de Radio-Canada, mais on se retrouvera quand même avec Pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça. Bonne semaine. Bye. Merci.